Mais il faudrait presque une révolution triplement verte. C'est-à-dire qu'il faut être plus compétitif en étant respectueux de l'environnement et en tenant compte effectivement d'une réalité sociale avec un monde paysan qui restera encore pendant quelques décennies très majoritaire. En fait, ce que je voudrais faire, c'est faire écho à cette discussion, parce qu'il y a plusieurs mots qui m'ont marqué. Donc, je voudrais choisir un exemple qui pourra bien illustrer quelles sont les contributions de la recherche au développement de cette agriculture dont on parle, une agriculture plus performante et plus durable. J'ai envie de vous parler du cacao. Et c'est presque un sujet emblématique de ce qui pourrait être de l'afro-pessimisme. Parce que quand on réfléchit au développement de la cacao-culture, souvent, en tout cas, ce qui vient à l'idée, si on faisais du micro-trottoir ici à Montpellier, on me dirait la cacao-culture, c'est déforestation. Les zones de production se déplacent et on détruit la forêt. C'est mauvaise répartition de la valeur entre de la tablette de chocolat jusqu'au producteur de cacao. C'est aussi parce qu'il y a derrière des problèmes de pauvreté, parfois de l'emploi, mais de l'emploi non décent et des situations abusives de travail. Donc, si on en reste à ce dialogue-là, on va dire, alors, là, je suis vraiment dans l'afro-pessimisme, on ne va pas s'en sortir. Or, la semaine dernière, grâce à ces Montpellier Global Days que l'Université de Montpellier et Muse a organisé, à mon avis, on a mis en exergue les 4 fonctions de contribution de la recherche. La première, c'est effectivement la production de connaissances et d'alternatives qui sont des alternatives techniques, mais qui sont aussi organisationnelles et sociales. On a eu, et pour moi là, je veux parler d'afro-optimisme, on a eu la semaine dernière un panel de 5 jeunes chercheuses africaines du Ghana, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, qui sont venus nous parler de leurs travaux. C'était à la fois sur le changement climatique, sur l'agroforesterie, sur les biopesticides, sur la qualité du cacao. Et là, on a bien vu qu'effectivement, ces jeunes chercheuses, en l'occurrence, qui travaillent, qui collaborent avec des institutions de recherche, notamment à Montpellier, alors le CIRAD, l'IRD, l'Institut Agro, l'Université de Montpellier, mais aussi au-delà, il y avait des gens qui collaborent avec d'autres centres européens comme Wageningen. On a vu la richesse des connaissances qu'ils apportent. Et donc, moi, je dirais, la première contribution de la recherche, c'est apporter de la connaissance, et de la connaissance qui soit utile et qui soit utilisable. Le deuxième contribution de la recherche, c'est que finalement, tous ces travaux-là, ils étaient faits parce qu'il y a des partenariats. C'est le titre de cette table ronde. Il y a des partenariats. Et chez nous, au CIRAD, on a l'habitude de dire que produire du partenariat, c'est aussi un objectif en soi. Créer du partenariat qui doit être dans la durée, donc c'est de l'engagement. Parce que si on veut que la recherche elle ait un impact, elle ne peut pas dire simplement je vis au rythme des projets et puis je fais 3 ans un truc et puis ensuite c'est 3 ans autre chose. Donc il faut un engagement dans la durée. Et il faut un engagement dans la durée aussi avec une diversité d'acteurs. Ce n'est pas que les institutions de recherche, il faut que les autres acteurs y soient impliqués. Donc ça, c'est à mon avis, cette contribution de la recherche à nourrir des partenariats diversifiés dans la durée, au-delà du contenu technique, ça me paraît essentiel. Et la troisième contribution de la recherche, c'est la facilitation du dialogue. Et dans ce qui nous intéresse ici, on a quand même un double dialogue. Il y a le dialogue science-politique et puis le dialogue nord-sud. Et donc, créer ces ponts, créer ces opportunités de dialogue. Et moi, donc voilà, je voulais insister sur ces 3 points. Produire de la connaissance et du contenu technique. Produire du partenariat diversifié dans la durée, c'est ce que dans notre langage CIRAD on appelle les dispositifs en partenariat, des engagements de long terme, et être un acteur de la facilitation du dialogue. Pour moi, ce sont les 3 contributions, et la 4e étant la formation, mais je n'y reviens pas. Effectivement, la formation peut apporter une contribution significative, à la fois autour de l'accompagnement des grandes transitions qu'on a évoquées, alimentaires, agroécologiques, etc., puisque ça induit des changements de pratiques chez beaucoup d'acteurs, et donc la nécessité de compétences nouvelles et la formation peut y contribuer. Et puis on a évoqué aussi ces cohortes de jeunes qui sont de plus en plus importantes et qui se présentent sur le marché du travail, et le fait que le secteur agricole, ou le secteur rural même plus largement, est potentiellement un pourvoyeur important d'emplois
ou d'auto-emploi pour ces jeunes-là, à condition qu'ils aient été préparés à ça et qu'ils soient accompagnés dans cette insertion-là. Si on regarde en termes les enjeux autour de la formation, peut-être en premier lieu évoquer la nécessité un peu de garder une vision un peu systémique et globale de la formation et des dispositifs de formation. Dans tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, il y a différents types d'acteurs qui ont des changements de pratique à adopter, qui ont une nouvelle façon de travailler, qui ont des connaissances qui viennent de la recherche à intégrer dans leurs réflexions pour piloter leurs activités. Conseiller tous ces acteurs-là, pour accompagner pour que ces transitions puissent être accompagnées, doivent acquérir des compétences, développer des capacités, et donc la formation peut y contribuer, à condition d'avoir cette vision qui soit un petit peu systémique et qu'on garde un peu à l'esprit ce continuum un petit peu des différents dispositifs qui touchent ces différentes catégories d'acteurs, chacun de ces dispositifs devant chercher à construire chez ces acteurs les compétences pour qu'ils soient capables de tenir leur rôle, de développer des capacités d'adaptation, etc. Donc ça, et parmi ces acteurs-là, il y en a un qui est très important que tu soulignais, qui est le producteur agricole, sur lequel on doit effectivement, pour lesquels on doit développer des activités de formation professionnelle pour qu'il ait les compétences, les capacités d'analyse, de pilotage, l'autonomie suffisante pour piloter ces activités. Donc en termes de partenariat, ça se traduit par le fait de chercher à développer des interactions, des synergies entre ces différents dispositifs, que ce soit les dispositifs de conseil agricole, les dispositifs de formation agricole et rurale, les dispositifs d'insertion. Et à l'intérieur de ces dispositifs, qui sont eux-mêmes quelquefois segmentés, si je prends celui de la formation, on a la formation professionnelle agricole, on a la formation technique, on a l'enseignement supérieur. Là aussi, entre ces différents segments, il faut qu'on cherche à développer des interactions, des synergies, de la cohérence. Si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'enseignement supérieur, en faisant un petit focus sur l'enseignement supérieur, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation très importante des flux d'étudiants qui a commencé et qui est annoncée. Il y a des études qui évoquent le fait que d'ici 2030, la population étudiante va faire plus que doubler. On va passer de 9 millions d'étudiants à plus de 20 millions d'étudiants en Afrique. Et donc ça pose une question, qu'est-ce que deviennent ces étudiants-là? Et donc un certain nombre d'États africains développent des politiques, la plupart des États africains développent des politiques pour l'enseignement supérieur, avec la mise en place de nouvelles universités, souvent situées en province, ce dont on construit des partenariats. Et je crois qu'il y a trois évolutions importantes ces dernières années autour de la nature de ces partenariats en enseignement supérieur et qui sont importantes à souligner et à intégrer. La première évolution, c'est qu'on est de plus en plus sur des partenariats qui résultent d'un processus de co-construction entre les acteurs. C'est-à-dire que les gens se mettent autour de la table, réfléchissent ensemble. Ça débouche sur des relations qui sont plus équilibrées, plus de pair à pair, et avec un intérêt mutuel et partagé sur les sujets qu'on se propose de traiter ensemble. La deuxième caractéristique qui est importante et évolution, c'est qu'on est de plus en plus dans des partenariats qui s'inscrivent dans la durée, qui se préoccupent de la durabilité, de la soutenabilité. C'est moins du one-shot, un projet, on travaille et puis après, chacun reprend sa route. Et donc, le corollaire de ça, c'est des partenariats qui sont de plus en plus portés institutionnellement ou politiquement par les institutions qui supportent ça. Et la troisième caractéristique qui me paraît importante, c'est qu'on est peut-être moins dans des partenariats bilatéraux, c'est-à-dire d'établissement à établissement, et de plus en plus dans des partenariats multilatéraux, et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Philippe, c'est-à-dire en agrégeant des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche, des acteurs socio-professionnels, des entreprises, des acteurs des filières de formation technique et professionnelle. De plus en plus, on est amené à construire ces consortiums-là et à construire ces façons de travailler ensemble. Et c'est quelque chose qui est important et qui génère d'ailleurs, pour certaines institutions françaises, la mise en place de dispositifs qui permettent de faciliter ce travail en concertation. Et je citerai l'unité mixte d'appui en ingénierie de la formation qui vient d'être créée par le CIRAD et l'Institut Agro pour justement renforcer et faciliter le travail et le montage de projets en commun autour de la formation. Voilà. Alors, toute cette évolution des partenariats elle est accompagnée par la France en particulier, avec un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place, qui facilitent le développement de ces partenariats-là. On a évoqué aussi pendant les Global Days ces nouveaux dispositifs-là, les campus franco-sénégalais, hubs franco-ivoiriens, les appels à projets compétitifs qui permettent soit d'initier ou d'expérimenter des partenariats, soit d'aller vers des partenariats qui se structurent durablement entre un établissement français et puis un établissement africain et un collectif d'établissements français. Et ça tourne autour de trois enjeux en fait importants pour l'enseignement supérieur qui sont
la formation de formateurs, la formation des enseignants. Ces nouvelles universités, il faut qu'elles vivent, il faut qu'elles soient animées. Donc, il y a besoin de nouveaux enseignants, de nouveaux formateurs. La question de l'employabilité des jeunes, et donc des jeunes diplômés, et donc du développement de démarches de formation qui soient professionnalisantes. Et puis 3, des enjeux très importants autour de l'enseignement supérieur court, le bac+2, le bac+3, parce que c'est le niveau de formation qui est attendu beaucoup par les entreprises, en tout cas c'est ce qu'elles nous disent, et c'est là où il y a des bassins d'emploi importants et sur lesquels il faut se concentrer. Et en plus de ça, ça permet d'engager les étudiants dans des voies professionnelles assez précoces, pour peu que les formations soient bien adaptées et soient bien professionnalisantes. Et il se trouve qu'aujourd'hui, dans notre pays, si vous voulez, je dirais d'ailleurs que dans l'Afrique tout entière, vous avez 54 pays qui ont des produits agricoles complètement différents des uns des autres, d'où le besoin d'arriver à une exploitation rationnelle de ces produits agricoles nécessite une expertise pas forcément la même, mais complètement différente. Il est vrai qu'on parle de souveraineté aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il faudrait voir sous un angle complètement horizontal. On ne peut pas parler de souveraineté sans parler d'économie. On ne peut pas parler d'économie sans parler de créativité. On ne peut pas parler de créativité sans parler de rentabilité. On ne peut pas parler de rentabilité sans parler du bien-être pour l'Afrique. Alors, toute cette convergence doit conduire à quoi? Voir la réalité de l'Afrique actuelle en matière de politique agricole et voir quel est le besoin qu'il faut pour en faire une nouvelle pour l'Afrique, une bonne nouvelle pour l'Afrique. C'est-à-dire faire assister le secteur agricole, ceux qui interviennent dans le secteur agricole, une assistance technique, une assistance financière pour une révolution du secteur agricole. Lorsqu'on voit aujourd'hui que l'Afrique est complètement dépendante et que malheureusement, nous disposons d'un potentiel énorme agricole, nous disposons des atouts énormes qui nous permettent de valoriser l'agriculture et qu'on soit encore dans le besoin d'une autosuffisance qui s'avère une préoccupation majeure, je dirais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est réel que les institutions supranationales ou africaines et autres font des études assez claires pour dire, voilà cette étape aujourd'hui, voilà le seuil de productivité, voilà les statistiques, c'est une très bonne chose. Mais sur le terrain, nous sommes sur le terrain. Vous avez des Africains qui travaillent, qui sont sur les champs, qui ont des plantations, qui essaient de travailler. Ils n'ont pas besoin d'avoir des résultats de ces institutions pour savoir réellement comment y aller. Ils ont besoin de quoi, ces Africains que nous sommes? On a besoin d'avoir des partenariats, non seulement financiers, mais des partenariats techniques qui permettent d'accroître la productivité. Ce qui pourrait nous permettre un jour, non seulement d'industrialiser les produits agricoles, et je pense que s'il faut réfléchir intelligemment, c'est d'arriver quand même à solutionner ces genres de préoccupations. Non seulement aider à avoir des industries en Afrique, des industries agricoles, avoir des centres frigorifiques pour conserver la productivité, ce qui permet de lutter contre la pauvreté, de lutter contre cette carence alimentaire, mais également permettre aux Africains d'avoir des marketages, d'avoir par exemple ceux qui font du café, d'être reconnus comme pourquoi pas le Nescafé un peu qui est connu à travers le monde, alors que l'Afrique est un grand producteur de café. Vous avez beaucoup de produits en Afrique, malheureusement, qui, à un certain niveau, sont à un seuil de visibilité réduit, ce qui ne permet pas d'avoir une croissance en matière de productivité. Moi, je pense qu'à mon avis, ce que je veux dire, c'est que nous, c'est très beau de parler de la souveraineté de l'Afrique, de parler de beaucoup de choses, mais on est liés, nous, à des obligations de résultats. Il faut créer de l'emploi. Et les jeunes, vous parlez aujourd'hui, par exemple, de l'agriculture de famille. Il est vrai. Et vous savez, aujourd'hui, il y a eu l'exode. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu l'immigration. Et toutes ces conséquences sont liées à quoi? Lorsqu'on produit en Afrique, on s'aperçoit qu'on ne peut pas commercialiser les produits qui sont là, qu'on s'aperçoit que toute la production n'est pas sécurisée, n'est pas conservée, mais ils en lassent, ils abandonnent, ils partent. Alors, s'il faut ramener toute cette jeune compétence vers l'Afrique et les amener à avoir l'engouement de travailler à travers dans les champs et de développer l'agriculture, il faut aider à créer des infrastructures de base qui leur permettront de pouvoir avoir des résultats et avoir la confiance par rapport aux activités futures. Et ces problèmes qui sont des problèmes majeurs freinent l'évolution de la productivité agricole. Nous sommes des entrepreneurs, nous avons des agriculteurs qui sont là,
qui n'ont pas de solution, il faut trouver des financements adaptés. Dans certains pays, vous avez des banques, c'est des banques de commerce. Elles sont purement commerciales. Il y a des banques aujourd'hui qui investissent à long terme. Je remercie d'ailleurs le directeur de la BAD qui est là, qui à l'occasion du lancement de certaines activités, de certaines visions de la politique de la BAD, a axé l'orientation sur l'agriculture. C'est une opportunité extraordinaire. Mais vous avez la majeure partie des banques en Afrique, c'est des banques commerciales. Donc, c'est des banques qui n'accompagnent pas des produits, des producteurs agricoles, qui n'accompagnent pas des projets agricoles. Alors, la création d'entreprises, l'entrepreneuriat dans le secteur de l'agricole prime aujourd'hui sur beaucoup d'autres formes de coopératives. On est parti de deux consensus assez faciles à exprimer, qui est l'agriculture au cœur des transformations et du développement, en particulier en Afrique. Et le deuxième, c'est les intenses transitions et transformations qu'elle connaît et qu'elle est appelée à connaître, et qui justifient complètement qu'on ait pu avoir ce débat-là et qu'il soit totalement pertinent aujourd'hui. Emploi, le digital, l'environnement technologique, l'environnement économique, tout est inédit. Tout est inédit. Tout est à inventer. Et du coup, répéter les trajectoires qu'on a connues ailleurs ne marchera pas. Je pense qu'il faut qu'on se le dise et qu'on le pose en tant que tel d'emblée. Le premier critère à affirmer, c'est bien cette notion, puisqu'on parle d'agriculture, de la mesure de la performance. Mesurer la performance de l'agriculture uniquement à l'aune de la productivité ne rend pas compte des intenses transformations à opérer. Il faut qu'on réinvente cela. Il faut qu'on réinvente le rôle de l'agriculture par rapport aux enjeux. On a parlé du lien à l'emploi, on peut parler du lien à l'environnement, on peut parler du lien à la santé. Et si je n'en donne qu'un exemple, considérer l'emploi comme une ressource ou le considérer comme une production, c'est-à-dire comment la transformation de l'agriculture est capable de produire de l'emploi, comment on mesure cela, nous montre bien à quel point il faut repenser cette question de performance pour inventer des trajectoires qui seront totalement inédites. On peut, en Europe, apprendre de l'Afrique. Et on n'a pas besoin uniquement de répéter ce qui a été fait. Alors, du coup, j'enchaîne sur le deuxième point par rapport à ce défi-là de la transition inédite et profonde à entreprendre, puisqu'on a parlé de révolution et puis qu'on a parlé de couleurs, le vert, le doublement vert, le triplement vert. Allez, je vais être caricatural puisque je ne vais pas prendre beaucoup de temps, avec un clin d'œil à l'Afrique du Sud. Allons vers une révolution arc-en-ciel, c'est-à-dire une révolution qui mise sur la diversité des situations, qui soit différente en chaque lieu. On a parlé de Nzérékoré, on peut parler du Karou, on peut parler du Yatanga, on peut parler du Rarb. À chaque fois, on aura des formes de transformation qui seront différentes, mais qui néanmoins doivent faire corps et sens à l'échelle des pays et à l'échelle du continent. Troisième point par rapport à ces transformations inédites, l'agriculture est en premier lieu une activité privée. Mais on a vu à quel point elle faisait appel à une recomposition de l'action publique. Et donc, repenser cette articulation entre l'action privée, l'action collective et l'action publique dans cette transformation inédite avec une relégitimation des appareils d'État et des politiques publiques, c'est bien la troisième dimension qu'on a à voir. Je serai plus bref sur mes deux autres points. Vous allez dire que je prêche pour ma chapelle, donc venant du monde académique. Oui, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation ont un rôle essentiel à jouer dans le fait de repenser, je dis bien à dessein ce mot-là, de concevoir des transformations qui soient totalement inédites. Parce que l'enjeu est bien de créer des connaissances et des compétences, qui permettent sur le sol africain de penser, de concevoir et de mettre en œuvre ces transformations. Avec bien évidemment le rôle de conception technologique attribué à la recherche, mais pas uniquement. Bien évidemment, le fait de pouvoir transférer et échanger
en tant que bien public, ou en tant que bien privé d'ailleurs, ces technologies, mais aussi la capacité à organiser nos doutes, à créer des compétences qui soient utiles et pertinentes. Et puis je finirai avec un troisième point, qui est, on est à Montpellier, donc j'en profite, et ce qui est sorti du nouveau sommet Afrique-France, c'est le rôle particulier que peuvent jouer les communautés montpelliéraines par rapport à cette intelligence des choses, des transformations et du monde, à organiser aussi des espaces d'expertise collégiale au niveau international en faisant travailler les grands panels d'expertise ensemble, le GIEC, le IPBES, le HLPE, One Health. Il faut absolument repositionner l'agriculture dans ces ensembles-là et repositionner et reconstruire, ou plutôt réaffirmer notre capacité à construire des trajectoires qui soient appropriées pour chacune des localités. On a posé toutes ces choses sur la table. Et on a posé le fait que l'alimentation s'invite à table. On a posé le besoin de transformation. On a posé le besoin de relier des transformations locales à de grandes transformations structurelles. Et ce faisant, on a touché plein de points de controverse, de points de désaccord. On l'a fait en bonne intelligence et de manière et dans le dialogue. Et quand j'entends cela, moi j'ai envie de continuer. J'ai envie de poursuivre l'échange. J'ai envie qu'on creuse un petit peu les raisons de ces vues et de ces opinions différentes, qu'on alimente encore mieux l'action. Et donc j'ai envie qu'on se retrouve l'année prochaine.